Hubert Ripoll. Le professeur Ripoll est chercheur, psychologue universitaire et consultant. Il a travaillé toute sa vie sur les questions qui touchent à l'expertise. Donc on va décentrer un petit peu l'angle d'attaque. Il s'est penché en particulier sur le psychisme des personnalités exceptionnelles, que ce soit des champions français individuels ou par équipe, des artistes, des dirigeants, des scientifiques. Et il a cherché à comprendre par l'étude de ces extrêmes ce qui fait qu'on devient numéro 1, qu'on réussit dans la vie. En d'autres termes, le professeur Ripoll a étudié en profondeur les clés de l'épanouissement personnel et professionnel. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont le mental des champions, le mental des coachs et enquête sur le secret des créateurs. Il vient aujourd'hui nous proposer de réfléchir autrement sur le développement des potentiels et l'accomplissement de soi en nous éclairant sur la façon dont les champions sont programmés pour gagner. Merci de l'accueillir chaleureusement. Bon. Eh bien, merci. Merci pour cette invitation. C'est un plaisir d'avoir une émission complexe, évidemment. Je suppose que les champions sont-ils programmés pour gagner. Comme on l'a dit, je ne sais plus juste pourquoi, je ne vais pas m'allonger dessus. J'ai été toute ma vie travaillé avec les actions. Bien sûr, la demande d'expérience est très contact de sportifs de haut niveau, mais aussi des personnes du modèle, architectes, designers, poètes et autres, tous qui ont été reconnus socialement comme étant des gens de l'éducation. La question qu'on a sans cesse occupée, auquel évidemment on a totalement répondu, c'est pourquoi sont-ils devenus les numéros 1? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont eu cette carrière? Qu'est-ce qui les différencie de moi? Je ne suis pas un numéro 1. Qu'est-ce qui les différencie de la personne qu'ils ont? Et j'ai choisi un exemple là, qui est celui des sportifs. Je vais demander d'aborder cette question-là, parce que, effectivement, ce sont des personnes qui, à un moment donné, ce dont je vais parler, ont été ou sont actuellement les numéros 1 dans le monde, et qui ont dû mener même un parcours qui est extrêmement difficile. Je ne connais pas l'HPI, sinon plus que ce que l'on connaît pour le moment. Je découvre ici des questions que vous vous posez. Je crois comprendre que la vie n'est pas forcément la vie n'est pas forcément jonchée parsemée de roses que l'on a qu'à franchir. Il y a aussi des difficultés, et les champions sportifs sont des personnes qui doivent être capables d'abord d'endurer pour enfin peut-être réussir. Mais endurer pour durer. Voilà. Donc, je vais vous parler de cela. Alors, programmer, cela veut dire planifier, et quand on accompagne un sportif, on se retrouve en début de saison avec un tableau qui est comme celui-là, pas rentrer dans le détail. Ça démarre en septembre et ça se finit au mois de... Ça démarre en septembre et ça finit en septembre. Il y a là une quantité de compétitions,
vous avez en amont les compétitions internationales. Donc là, actuellement, bon, ça c'est une athlète qui a déjà tout le monde et qui donc espère encore. Vous voyez, le marron, c'est des compétitions de Coupe du Monde, ce sont des compétitions où on engrange des points pour pouvoir se retrouver et aux championnats d'Europe et aux Jeux olympiques. Donc, il y a une année qui est quand même extrêmement compliquée, avec des stages, des regroupements, des compétitions nationales. Autrement dit, c'est une hyper mobilisation, c'est 5 jours d'entraînement par semaine, c'est 2 entraînements par jour. Les week-ends, ce sont des compétitions. À cela s'ajoute tout ce que l'on peut imaginer dans la vie de l'être humain, qui est vraiment très complexe à gérer. Et mon travail est de les accompagner. Alors, où commence la programmation de la planification? C'est quand, en début d'année, on se retrouve sur un tableau comme celui-là, avec des événements. Et puis, à la fin, vous ne voyez pas ici, mais les championnats d'Europe. Chaque année, il y a une compétition importante. Au mois de septembre dernier, il y a eu les championnats du monde. Au mois de septembre 2019, il y aura les championnats d'Europe. Et au mois d'août, juillet, août 2020, il y aura les Jeux olympiques. Autrement dit, dans la tête d'un sportif de haut niveau, c'est pas un tableau comme ça, il y a ces 4 tableaux. Puisque l'objectif, ce sont les Jeux olympiques. Donc, on va prendre chaque année les unes après les autres, mais avec cet objectif final. Première chose, vous avez compris, on ne peut pas être tout le temps firmament. Donc, si on peut être tout le temps firmament, il faut s'organiser pour se maintenir au mieux de sa forme et pour être présent au moment précis. Les premiers entraînements que l'on fait en début d'année sont absolument fondamentaux. Pour ma part, il consiste à me retrouver avec l'entraîneur et les athlètes que je suis, séparément. À chaque fois, l'entraîneur est un des athlètes qui a tous ensemble. Je ne suis pas dans un sport d'équipe. D'accord? Et examiner ça. Et de savoir comment on va se déplacer dans ce planning. Comment on va se déplacer, c'est-à-dire qu'il faut les objectifs. Les objectifs, c'est pas je vais être champion d'Europe. Les objectifs, ce sont des sous-objectifs qui vont déterminer ce que l'on fait pendant toute l'année. Chacun va fixer ses objectifs. L'entraîneur va fixer les siens, et moi qui suis un psychologue, je vais fixer des objectifs comportementaux. Ils vont avoir avec l'attention, la concentration, avec la façon d'aborder une épreuve, la façon de durer dans une épreuve, la façon de faire face à des événements, et on va essayer de planifier ça dans l'année. Et donc, ce moment particulier dans l'année où tout est défini est quelque chose de tout à fait fondamental. Parce que c'est le moment où l'on reste un pacte, et c'est un pacte qui va nous lier. Et chacun doit avoir conscience de ce pacte, et chacun doit avoir conscience de ses engagements. Cela veut dire qu'on ne découvre pas les événements les uns après les autres, on s'organise au mieux, on modélise au mieux. Cette modélisation et cette programmation est absolument nécessaire. Mais cela ne veut pas dire qu'il faille la respecter à tout prix. On ne peut pas travailler sans ce guide, mais il faut être capable de s'en détacher si le modèle de programmation que l'on envisageait s'avère erroné. Pour des raisons qui sont quelquefois accidentelles. Une blessure, il faut en tenir compte. Un manque de motivation, il faut en tenir compte. Tous ces événements, donc, qui peuvent intervenir et qui vous amènent à reconsidérer ceci. Alors, par exemple, voilà ce que j'ai fait avec quelqu'un qui est un de mes athlètes, qui se préparait au championnat du monde, qui avait lieu au mois de septembre. Et voilà ce qui se passe pendant les 3 derniers mois.
Donc, on a identifié ensemble les compétitions, stage national, championnat de France, stage national, match contre la RDA, match contre la Corée, championnat du monde. Sur cette organisation-là, il se déroule sur 3 mois, on a distingué des phases. En accord avec l'athlète et avec l'entraîneur, parce qu'il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, on va prévoir des objectifs comportementaux. Et les objectifs comportementaux, il ne suffit pas de les définir, il faut savoir comment on va les évaluer. Et donc l'athlète, lui, va se préparer. Et notre objectif, c'est de le mettre en tension pour que son pic de performance coïncide quasiment à l'heure près, puisque on sait dès maintenant que la finale de cette épreuve au Jeux de Tokyo aura lieu tel jour, à telle heure, dans telle condition, avec telle luminosité, tel encadrement, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une préparation qu'on va dans le détail. Et il faut être prêt sur 4 ans à la minute. Je me paraît exagéré, mais il faut être prêt sur 4 ans à la minute. Donc, là, on identifie des phases où il faut se mettre en tension, et puis des phases que l'on appelle de relaxation, qui interviennent après chaque épreuve, et donc voilà tout un processus. Il est absolument nécessaire de vérifier, parce que si on ne le fait pas, on peut arriver. De la même façon, on va essayer de planifier toutes les opérations mentales qui interviennent dans des séquences très particulières. Par exemple, là, il s'agit d'une compétition qui consiste à tirer 5 balles à 25 mètres, moins d'un centième de degré de précision pour passer de 10 au 9, donc extrêmement compliqué. On fait 5 tirs en 8 secondes, 6 secondes ou 4 secondes. L'objectif, c'est de faire que 10, bien sûr. Après chaque sortie de tir, pardon. Ah, je me trompe. Il faut que je revienne en arrière. Même devant. Devant par les oreilles. Par là, vers là. La captation est là. Hein? Ah oui, bon, c'est pas grave. Oui, là, j'ai fait. Voilà. Vous pouvez tâcher de toucher mon bouton. Donc, voilà, là, précisément, après un débriefing, le tireur me dit qu'il y a en difficulté entre 2 séries lorsqu'il doit sortir. Il faut savoir qu'il sort pour récupérer que s'il le souhaite. Sinon, il reste sur le partir pour avoir le deuxième série. Mais il peut sortir à titre personnel ou sans entraîneur de lui demander de sortir. Et voilà quelqu'un qui était gêné typiquement à ce moment-là. Donc il faut débriefer très longtemps avec lui, pour essayer de comprendre ce qui le gêne, et à partir de là, mettre, et avec l'entraîneur, et mettre une routine qui va, vous voyez, intervenir pendant très peu de temps. Entre le moment où il sort et le moment où il va retirer, il va se passer quelques secondes. Et pendant ces quelques secondes, il va falloir que l'athlète qui est le tireur qui a un très haut niveau de concentration baisse sa concentration. Puis je vais lui demander de sortir complètement du match. C'est-à-dire que je mets en place avec lui une routine qui lui fait complètement occulter la situation. Puis, à l'appel, il va falloir qu'il se représente et qu'il se monte en tension. Et puis là, avec une manœuvre particulière, respiratoire et attentionnelle, se mettre dans l'état le meilleur qui lui permette de faire le deuxième série de tir. Donc vous voyez, on bricole à la milliseconde près. Et c'est donc le travail que l'on fait, que l'on propose à l'athlète
pour, et quel que soit le sport, j'ai choisi celui-là parce que je travaille actuellement avec des tireurs et j'ai travaillé avec des golfeurs, c'est à peu près les mêmes caractéristiques adaptées à la situation. Donc vous voyez un peu le niveau de précision extrême auquel il faut arriver. Parce qu'il faut vous dire que sur 4 ans, entre le finaliste, les 6 premiers et le 7e, il va y avoir 3 points sur 600. Autrement dit que si au bout de 4 ans, vous avez mis plus de 3 balles en dehors de 10, vous avez perdu 4 ans. Et si les 4 ans et le titre olympique est un objectif existentiel important, parce que vous n'êtes pas là par hasard, vous pouvez imaginer la pression qu'il peut y avoir au moment où vous allez tirer. Alors, là on est dans un cas où vous avez un coach mental qui va aider un athlète à apprendre un certain nombre de routines. Le coach mental, on fait appel à lui généralement parce que l'athlète est mauvais. Tous n'ont pas besoin d'un coach mental. Actuellement, on peut dire que tous sont en mode. Soit en permanence, moi je travaille sur l'année avec eux, soit de manière ponctuelle quand ils en ont besoin. Un champion doit être capable de bricoler son système nerveux. Bricoler, cela veut dire qu'il va faire comme un bricoleur qui va mettre en relation des éléments, des routines, des façons de faire, des façons d'être. Et c'est quelque chose qu'il va construire avec son entraîneur de manière intentionnelle, mais un peu au hasard, et il y a un certain nombre de processus qui vont se transformer. Processus qui sont indispensables parce que notre système nerveux n'est pas adapté aux contraintes auxquelles ces sportifs sont soumis dans leur activité. Je vais vous donner un exemple, je pourrais en prendre des cas. Beaucoup d'entre vous jouent au tennis. On vous a dit en carnaval quand tu joues au tennis. Une balle qui arrive près de vous se déplace avec une vitesse angulaire de 250 à 300 mètres par seconde. La capacité de poursuite visuelle de la machine qui se déplace est entre 60 et 70 degrés par seconde. Cherchez l'erreur. Votre système nerveux ne va pas faire ce que vous demande l'entraîneur et ce que vous pensez faire. C'est un exemple, je pourrais vous en donner des cas. Les contraintes sportives exigent du système nerveux quelque chose qu'il ne peut pas faire. Et comme il faut faire l'individu bricole son système nerveux pour trouver des stratégies qui lui permettent de répondre. Le coach arrive lorsque ces stratégies sont mises à mal pour des raisons qui tiennent de l'émotion, au stress, des choses de ce type. Alors, ça c'est l'exemple que je vous ai donné, c'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder une balle qui se déplace pour répondre à la question. Bien, on met en place des transformations du traitement d'information, de la perception, de l'attention et de la motricité. Je vais aller très vite parce que chaque domaine, évidemment, prendrait énormément de temps. La première chose, c'est d'adapter le niveau de contrôle. C'est-à-dire de trouver l'état modifié de conscience qui convient. Et cela concerne les processus qui sont liés à la concentration. La concentration, ce n'est pas un processus optionnel. On est concentré pour faire quelque chose et on fait attention à quelque chose. Et à être concentré, chaque type d'activité demande un niveau de concentration particulier. Votre niveau de concentration n'est pas le même lorsque vous nagez que quand vous conduisez, lorsque vous faites des mots croisés ou que chaque activité de votre concentration est pour eux
un niveau de concentration particulier. Sur le ring, dit Maya Monchicourt, sur le ring, j'étais sur nuage. Dans un état d'extrême lucidité, je voyais mon adversaire, je sentais sa respiration. Ce n'était pas de dispersion, non, une lucidité exceptionnelle, je me sentais invulnérable. On ne s'en rend compte qu'après. Ça, ce sont des choses qui s'apprennent. On met en place des routines pour atteindre l'état qui convient pour cette activité. Si je travaille avec un apnéiste, quelqu'un qui m'a un record en profondeur en apnée, je ne travaille pas de la même façon que de recorder avec le hausseur. Deuxièmement, l'attention. J'ai dit on fait attention à quelque chose. Alors, les sportifs de haut niveau développent des caractéristiques. Ils ont d'abord un focus attentionnel qui est variable, c'est-à-dire cette capacité à faire large et resserré par rapport à l'environnement. Deuxièmement, ils ont une flexibilité attentionnelle importante. C'est-à-dire qu'ils sont capables de déplacer leur attention, et si l'information se présente pas là où ils pensaient qu'elle est, ils vont être très rapidement désengager leur attention pour la réengager ailleurs. Et troisièmement, ils sont capables de faire du traitement parallèle, c'est-à-dire plusieurs choses en même temps. Ce que j'ai représenté ici, c'est-à-dire à la fois faire on-off, avoir un grand champ ou un petit champ, et être capable de désengager l'attention. Troisièmement, la perception. La confrontation à des situations qui présentent des caractéristiques qui sont souvent similaires fait que le sportif devient sensible à des formes dites prototypiques. C'est-à-dire que l'automatisme permet de déclencher une réponse dès lors qu'il y a une configuration particulière. Par exemple, ce champion du monde de squat, c'est le complexe bras-raquette qui est important et avant-bras qui sont importants. J'ai beaucoup travaillé cela en entraînement, focalisant mon attention et moyenne sur cette partie du corps. Enfin, la partie motricité. La partie motricité, c'est un des automatismes les plus sophistiqués qui permet, on dit, de coupler les caractéristiques du mouvement aux caractéristiques de l'environnement, de manière à être capable de mettre la main sur une balle qui se déplace à une vitesse extrême, sans même avoir besoin de faire de calcul. Ça ne veut pas dire que le système nerveux ne fasse pas de calcul, mais sans que l'athlète lui-même ne mette en jeu des calculs. Ce que dit ce champion du monde de handball, j'ai l'impression que la perception repose sur des indices très ténus qui n'apparaissent pas à tout le monde, et il y a quelque chose d'automatique qui, à la limite, réagit comme une glace. Enfin, le niveau stratégique. Le niveau stratégique, c'est celui qui consomme le plus de ressources. Et là, on voit la principale difficulté. Il faut à la fois combiner, mettre en œuvre des automatismes qui ne devraient absolument pas être contaminés par des opérations mentales, parce qu'à la vitesse où c'est là-bas, il faut que tout soit automatisé, et mettre en place de la stratégie qui consomme des ressources. Et là encore, il y a des processus très particuliers de on-off. Il faut apprendre, que l'athlète doit apprendre, ou qu'il faut l'aider à apprendre. Par exemple, Laurent Flessel dit ceci: mon estime est cérébrale. Je pose des pièges pour voir comment mon adversaire réagit. C'est de la 4e ou de la 5e intention, et à la manière dont elle réagit, je vais m'engouffrer dans la faille. En fait, je sais déjà comment fonctionne mon adversaire avant même de monter en piste. J'utilise toutes ces informations pour monter mon scénario. Une fois sur la piste, j'ai intégré ces informations et je la prends pour mon mouvement. Il faut être très fort pour faire ça. Parce qu'il faut charger son système d'une stratégie qui est très élaborée, puisqu'on a déjà travaillé à l'entraînement sur les bandes vidéo des adversaires qu'elle va recevoir, sur l'arrivée de la bombarde. Mais
Si cette partie stratégique occupe trop de place sur le plan système nerveux, à trop de poids, c'est évident que vous ne pouvez pas réagir lorsque l'information se présente. Donc, toute la grande difficulté de ces athlètes, et notre difficulté, c'est de laisser parler au mieux des automatismes sans qu'ils soient contaminés par un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire les processus cognitifs, s'ils interviennent au mauvais moment, ou les processus émotionnels. Alors, ces processus sont modulés automatiquement. Mais, vous voyez que il y a là tout ce système émotionnel qui va venir soit activer, soit inhiber ces processus. L'émotion est ce qui nous permet, ce qui leur permet de se transcender, et l'émotion est ce qui va les abattre. Autrement dit, il y a des émotions positives, activatrices, et des émotions négatives, inhibitrices. Alors, voilà ceux qui maîtrisent leurs émotions, voilà ce qu'ils en disent. Le stress est un booster, l'adrénaline, un élément qui te permet d'être encore plus fort, qui décuple tes forces dans des actions extrêmes. Ou, c'est paradoxal, ça peut être difficile, mais c'est nécessaire si tu n'as pas la passion, ça ne va pas. Et tout le monde ne réagit pas comme ça. Et là aussi, c'est des adaptations qu'il faut aider à mettre en place. Gérer un événement est quelque chose de très difficile. Les émotions ont un effet aussi inhibiteur. Voilà un champion du monde avec qui j'ai travaillé un temps, qui, alors qu'il était champion du monde, loupe une course et les choses sont très mal, très mal, et il dit ceci. Il faut imaginer ce qui se passe entre le moment où il loupe la course et l'année qui va suivre, qui est résumée là, en quelques minutes. Je suis rentré chez moi, je n'ai pas skié pendant 15 jours. 15 jours plus tard, je suis à la Red Bull, un master avec les teenagers. Je fais la reconnaissance comme d'habitude, puis montée, préparation, départ, ski dans le vide, et au moment de partir, assis, des vertiges, la peur du vide, je ne peux plus skier, un choc émotionnel énorme. Je me morfonds, je me dis, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis fini, je suis au bout. Je rentre chez moi, je mets mes skis au placard pendant 18 mois. J'ai été au plus bas quand la première course du championnat du monde est arrivée. C'était au Canada, à Whistler. 5 jours avant la course, j'étais toujours dans le même état, mais je me forçais, je crevais pourtant. Je voyais bien que ça n'allait pas, que je n'étais pas bien. Au départ, je doute, je transpire, je pars quand même. Et 10 mètres plus loin, je tombe à nouveau. Et là, je n'ai plus compris ce qui s'est passé, c'était terrible. Il faut donc imaginer quelqu'un qui joue sa vie, sa carrière professionnelle sur le titre, qui est champion du monde, et qui, à un moment donné, alors qu'apparemment il est parfaitement équipé puisqu'il a été champion du monde, va rencontrer des problèmes de type émotionnel qu'il ne va plus pouvoir gérer. 18 mois d'arrêt, on peut imaginer sa détresse. Il m'a dit, et il m'a confié qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin qu'un arrêt de ski. À quel point vivait la situation. Alors, comment gère-t-on les émotions quand on est confronté à ce type de problème? Généralement, ce qui arrive, puisque si on fait appel à moi, c'est un problème de style. La première chose, il faut rationaliser les enjeux. C'est évident que la part symbolique l'emporte sur l'organisme. Il y a un investissement tel que tout cela ne devient plus rationnel, ne devient plus raisonnable. Rationaliser les enjeux, ça part par une analyse très profonde de la personne. Il faut remonter très très loin. Y compris dans son enfance, et y compris dans sa généalogie, quand on pense comme moi qu'une partie de notre histoire est inscrite dans notre généalogie. Et que les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui résultent peut-être de situations qui ont été mal digérées par nos ancêtres, ceux que nous n'avons pas connus.
Donc, rationaliser les enjeux, identifier quelles sont les motivations. Pourquoi tu es champion du monde? Parce que je suis champion du monde. Ça signifie quoi? Il faut dépasser ça. Quelle est la portée symbolique du titre? Identifier ce que l'on appelle les motivations intrinsèques et les motivations extrinsèques. Les motivations intrinsèques, ce sont celles qui tiennent, on va dire, pour aller très rapidement à l'accomplissement de soi. Je pratique parce que je veux m'accomplir, parce que je prends du plaisir. Les motivations extrinsèques, ce sont des motivations qui tiennent à la satisfaction de l'ego et à la recherche de profits symboliques. On en discutera peut-être tout à l'heure. La façon dont on est motivé, de manière générale, compte tenu de son histoire, détermine très largement la façon dont on va vivre les événements favorables et les événements défavorables. Et que, vous savez, je me considère un peu comme un podologue que je ne suis pas. Le podologue que vous faites sur une plateforme de force, qui tient, il faut se tenir sur les deux jambes, nécessaire. Donc les deux motivations sont nécessaires. Mais il ne faut pas qu'il y en ait une qui l'emporte sur l'autre. Et puis il faut être en équilibre entre les deux, et je fais exactement le même travail, mais psychologiquement, et mon objectif, c'est de l'amener à rationaliser les enjeux pour qu'il arrive à pondérer ses motivations et que le symbolique soit compatible avec le raisonnable. Deuxièmement, restaurer la confiance en soi. Quelqu'un qui est en échec, c'est quelqu'un qui n'a pas conscience en soi, il y a deux choses fondamentales, l'image de soi et l'estime de soi. Troisièmement, lorsque l'on fait ce travail, un travail profond, qui peut durer très longtemps, il faut apprendre ce que j'appelle des routines de délestage émotionnel. C'est-à-dire des routines, un peu comme celles que j'ai montrées tout à l'heure, lorsque les séquences avec Cynthia, où on sort, on fait ceci, on mange cela, parce que ces routines, si elles sont maîtrisées, vont pouvoir délester de la condamnation des émotions, elles vont sécuriser, elles vont vous donner un cadre sur lequel vous appuyer, et elles vont vous aider à combattre ces émotions parasites. Réguler le niveau d'activation du système nerveux, c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile et de tout temps. En tant que chercheur, j'ai beaucoup travaillé sur les états motivés de conscience en tant que chercheur, et en tant que praticien, c'est ce qui me stimule le plus. Les états modifiés de conscience signifient que dans l'espace de 1 heure, entre le moment où vous rentrez sur la piste et le moment où vous en sortez, il y a différentes situations caractéristiques qui nécessitent des états de conscience appropriés. On n'est pas dans le même état de conscience quand on est dans la chambre d'appel que quand on rentre sur le terrain de la vie. Puis lorsque l'on prend son adversaire, on rentre dans un nouvel état de conscience. Et donc, il y a des états de conscience que j'ai caractérisés ici, qui vont du relâchement, concentration, mise en tension, attention, focus, c'est-à-dire ce que j'ai expliqué. Ah, je me trompe. Ah, décidément. Ah voilà, c'est bon, j'y suis. Vous voyez que mon système nerveux décolle. Non, c'est pas une plaisanterie. C'est une évidence. Je dis, voilà, un sportif fait comme moi. Et comme vous tous les jours, lorsque vous avez appris à conduire, vous n'avez rien fait d'autre que d'apprendre à rigoler au système. Donc, le lâcher-prise est quelque chose de très important, ce moment de vacuité où l'on s'est totalement abandonné dans son exercice, dans sa routine, où il n'y a plus aucune espèce de contrainte qui pèse et que les automatismes peuvent se dérouler tout à fait librement. Et tout cela mène à quelque chose de particulier que l'on appelle l'état de grâce. L'état de grâce, c'est un moment où l'athlète, quelle que soit l'activité qu'il pratique,
va éprouver une transformation de ses sensations, de ses perceptions, de ses sensations corporelles. Et il va éprouver, ressentir un sentiment d'invulnérabilité. Je vais vous donner quelques exemples. Ce chemin qui va de cet état-là à cet état, qui fait qu'on est quasiment imbattable si on est dans cet état, sauf si c'est l'intérêt du sport, si notre adversaire est dans l'année d'un clou. Et il y a cet état, ce courant, on l'appelle le flot. Et l'essentiel de mon travail, ce n'est peut-être qu'une illusion, c'est d'amener mes athlètes à découvrir les routines, à bricoler un système nerveux pour atteindre le flot, pas n'importe comment, mais un certain jour du mois de juillet 2020, entre 15h et 15h30. Alors je ne dis pas qu'on arrive, je dis c'est ce vers quoi on veut tendre. Alors voilà, Mathilde est une championne du monde avec qui je travaille, et voilà ce qu'elle me disait l'année dernière. Depuis la Coupe du Monde de Munich, j'ai changé ma façon de penser de tirer. Je ne veux plus qu'on me parle de technique, parce que comme beaucoup, on était obnubilé par sa technique, et moi, mon travail a consisté à lui faire oublier sa technique. Oublier de penser à sa technique. Lui disant, tes automatismes, va à un record du monde. Alors si tu fais confiance à tes automatismes, tu peux être comme tu peux être champion du monde. Ne viens pas léger. Elle dit ceci, je ne veux plus qu'on me parle de technique en match, je recherche la fluidité. Je tiens complètement détendu, y compris le serrage de la crosse, je me concentre sur la fluidité, je respire bien avant de monter le bras, je me détends, et une fois le bras en l'air, je ne pense plus à rien. Simplement à tenir jusqu'à le bout pas. Dans ce match, j'ai vécu le moment présent, série après série, coup après coup. Vous voyez, il y a toute une stratégie de vivre l'épreuve, de gérer coup après coup. Il est important, si on a fait un 9, de se remettre à 0, c'est-à-dire plein gaz pour avoir un 10 derrière, pas être contaminé par un 9. Il y a toute une façon de gérer, et l'objectif, c'est d'atteindre cet état suprême, sans lequel on ne peut pas gagner un titre olympique. Tous ceux avec qui j'ai travaillé, qui ont été champions olympiques, champions du monde, ont tous connu ces états-là. Alors, cet état de grâce, voilà un tirage qui dit ceci, les mots, on ne le pas. J'ai connu l'état de grâce pour la médaille d'or de Sydney, l'intensité de la première balle à la dernière balle avec un engagement total, une sensibilité extrême, rien ne m'échappait. Oui, je gambadais, je courais à 200 à l'heure au bord d'un ravin, les émotions étaient phénoménales, vécues pleinement, je pouvais tout tenter. Le Raphaël dit ceci. Je me suis senti dans un état second. J'avais le sentiment de préparer tellement bien une action que je l'exécutais au ralenti. Cela au point de penser avoir un temps de retard quand il me semblait que j'allais doucement, que mon bras allait à 2 à l'heure. Ah. Bon, mais elle dit ceci, mais non, j'étais seul et je la touchais. C'est donc que je n'étais pas au ralenti. Cette sensation ne m'arrive que dans les grandes autres compétitions. Elle est tellement surprenante qu'il m'arrive de regarder mon entraîneur pour me rassurer. Et Laura, au moment où on a travaillé là-dessus, me dit « Je suis content de vous voir vous dire ça, parce que je n'ai jamais osé en parler à personne. » Et c'était il y a quelques années, c'était en 2007. Maintenant, c'est devenu quelque chose que l'on recherche, et peut-être que certains se perdent en croyant qu'il y a des raisons et des secondes, alors qu'ils n'ont pas vu. Mais donc, voilà donc ce qu'il faut tendre, ce vers quoi il faut tendre. Et l'autre me dit ceci, la première fois c'était en 1998, j'ai eu le sentiment d'être en hélicoptère et de tourner autour de mes proies. J'avais la sensation d'être au-dessus de mes adversaires, porté par quelque chose avec une incroyable sensation de légèreté. Et je dis à Alexandre, je dis, mais Alexandre, c'est une image, ça. C'est une image. Alexandre dit, non, ce n'est pas une image. Je te dis
que j'étais au-dessus de moi-même, que je me voyais comme autre. Et c'est des choses que disent fréquemment ces champions. Et on s'y approche. Mathilde, qui a fait un travail particulier, celle dont je parlais, il y a 10 jours de cela, m'enchaîne une série de 48-10, vraiment énorme, c'est le record du monde. Elle fait 48-10 d'affilée sur les 60, et à la fin, elle me dit, c'est curieux, j'ai eu le sentiment que la cible était devenue très très grosse. Voilà, donc, vous voyez, cette transformation. Pourquoi? Parce qu'on maîtrise une situation. La première fois que vous conduisez en voiture, tout va très vite. Quand vous êtes devenu expert, vous pouvez même imaginer qu'un dérapage sur glace s'est passé au ralenti, puisque vous avez tout maîtrisé. Et ce sont des processus de ce type-là qui interviennent. Et ces processus pour intervenir, il en faut deux choses. Bricoler la routine, être dans un état de confiance totale et avoir un niveau d'activation qui est absolument phénoménal, extrêmement élevé. Et ces choses-là sont tout à fait contradictoires, parce que c'est difficile de les programmer ensemble. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais oui, il me reste 5 minutes. Oui, voilà. Bon, il y a à la fois des processus électrophysiologiques, c'est-à-dire le changement de l'activation du système nerveux central, des processus biochimiques, avec la production d'antéphérines et de substances qui ont des formules chimiques qui sont proches de certains OPC. Et enfin, il y a un processus neurologique, c'est-à-dire, alors, tout ceci, c'est à la fois pour certains fondé sur des résultats expérimentaux, quant au dernier, un résultat expérimental là-dessus, c'est le monde de l'approche, c'est la façon que j'ai de représenter les processus qui ne sont pas si extraordinaires que ça, on va retrouver ça dans la littérature, c'est-à-dire que l'expérience est inscrite dans le réseau de connectivité du système nerveux central. C'est-à-dire mis dans les bonnes conditions qui nécessitent enjeux extrêmes sans perdre ses moyens, tout ce que j'ai dit précédemment, alors on a des chances d'atteindre cet état. Mais le champion ne fait que tendre vers cet état. Alors, seuls les sportifs, ben non. J'ai passé 2 ans à essayer de comprendre comment les ordinateurs créent. Et précisément, j'ai essayé de leur faire exprimer les routines qu'ils mettent en place, c'est-à-dire quels sont pour eux les moments les plus favorables à l'émergence de l'idée. Eh bien, à leur insu, je dis bien à leur insu, ils développent ces stratégies, c'est-à-dire qu'ils bricolent leur système nerveux central pour pouvoir être dans l'état optimal pour le faire fonctionner. Certains, ça va être en marchant, d'autres, ça va être, l'homme disait, je peux créer de mon métro lorsqu'il y a du bruit. Guédiguian, le cinéaste, le réalisateur, me dit, moi, c'est un matin de cuisine entre telle heure et telle heure. Voilà, j'ai développé ça dans un bouquin qui s'appelle Enquête sur le planificateur. Voilà, donc, tous ceux qui sont confrontés à des contraintes extrêmes n'ont pas d'autre alternative que de bricoler un système nerveux pour l'adapter à ces contraintes. Ou il le fait et il réussit, ou il ne le fait pas et il échoue. Et s'il échoue, il peut toujours faire appel à un accompagnant, je ne suis qu'un modeste accompagnant, un coach en l'occurrence, un préparateur. Et regardez ce que dit
ce que dit Didier Lockwood, virtuose extraordinaire, et il dit ceci. Et vous allez voir, c'est un sportif qui parle, c'est un violoniste. Plus je joue rapidement, plus j'ai l'impression de jouer au ralenti et plus je me détends. Je fais des allers-retours entre le rêve et la réalité. L'organisme ne peut pas se permettre d'être collé à la réalité. Ce serait trop fatigant. Je suis dans une tension où je dois me retirer pour me recharger. Je me ressens à un point tel que c'en est monstrueux. J'appelle cela des apnées, tout en étant mis en éveil sur l'extérieur. Vous voyez, l'apnée, c'est la vacuité et l'éveil, qui est commun, qui va avec l'éveil. Pour atteindre cet état-là, il ne faut pas laisser de la place au doute et être en vigilance totale. Et la grande complexité, être en vigilance tout en doutant pas, c'est extrêmement difficile. Dans une forme de lucidité sans porter de jugement sur ce que l'on fait. Je travaille pour atteindre cet état. Il y a tout d'abord un travail mécanique qui consiste à laisser agir ses doigts. Il faut apprendre à se détacher de cette gymnastique d'être inscrit dans le corps, dans le cerveau. C'est un travail de lâcher prise qui est nécessaire pour être dans l'improvisation. Il y a quelque chose en nous qui doit aller chercher une solution. Je traite instant par instant, le doute n'est plus possible, sinon le geste s'arrête. C'est la meilleure façon de décrire tout ce que je vous ai dit depuis le début. Et donc, vous voyez que ces experts, ces numéros 1 dans leur domaine, développent forcément ces stratégies. Alors, programmer un champion, l'expression est très mauvaise. Parce que ça voudrait dire que le champion est un être qui ne pense pas, qui n'est systémataire pour personne, que l'on peut programmer de la même façon qu'on programme un agenda. Planifier, oui. Programmer, non. Mais planifier avec lui. Pour pouvoir endurer comme ils le font, et peut-être un jour réussir, il faut une participation totale. Donc tout ce qu'on peut imaginer de confiance avec le coach, avec le système, et ainsi de suite. Comment on avance doucement sur ce travail qui est un travail d'ascèse et d'enfer. Et on ne voudra pas tout. Pierre Gauthier, lui, est champion olympique de snowboard à Sochi. Il s'avère que depuis des années, Pierre Gauthier est le meilleur français en snowboard et que depuis des années, il échoue dans les grandes compétitions. Mais heureusement pour lui, tout n'a pas pu être programmé. Il s'est blessé. De manière telle qu'il ne devait pas participer au jeu. Et de manière telle qu'il ne s'est pas senti investi dans la peau de celui qui devait gagner, puisqu'il pouvait perdre. Ça, c'est une interprétation. Et il dit ceci. C'est incroyable, c'est un miracle, j'en ai pas, je n'ai plus de ligaments croisés, je cours avec une attelle. Il y a 2 mois, c'était presque comme ça. J'ai tout fait pour être là. Alors que le timing était ultra serré, j'ai souvent eu des déboires dans mes rendez-vous, je ne suis pas l'homme de rendez-vous, que je loue souvent parce que je subis la pression. C'était peut-être ma chance d'arriver en gros outsider, je n'arrive pas à encore réaliser, je n'ai pas encore atterri, je suis encore en l'air dans mon saut sur la dernière brosse, et bingo, il a évolué. Depuis, il a remonté toutes les thèmes qui ont suivi. Vous voyez donc, cette espèce de. C'est pas de la chimie, parce que. Il y a une part irrationnelle, il y a forcément, dans la préparation d'un champion, il y a une part de non contrôlable. Et il y a beaucoup de paramètres que l'on contrôle, et il faut faire avec tous ces éléments. Donc, on ne peut pas parler de planification, de programmation, on peut parler d'une planification qui est extrêmement précise et qui doit se faire avec le champion lui-même. Et pour prolonger. Merci. Merci beaucoup, professeur Paul. Est-ce que vous souhaitez rester debout pour la question ou est-ce que vous souhaitez vous asseoir, c'est comme vous voulez? Oh, vous savez, moi je ne suis bien que lorsque je suis debout. J'ai l'impression d'un mouvement. Parce que j'ai besoin d'être en contact, alors j'ai vu que je sortais du cadre, donc je fais encore un effort.
je reste dans le cadre. Si vous permettez, je me voilà. Donc, c'est à vous d'envoyer vos super questions courtes, efficaces, intelligentes, avec votre petit prénom sympa derrière, sur le mur. Et c'est parti. Catherine va aller. Tu peux donner le micro à Catherine, s'il te plaît? Alors, première question. Oui, voilà. Alors, première question du jeune Paul. Les sportifs de haut niveau sont-ils tous HPI? Je n'ai jamais pensé à faire passer un QI. Je trouve que lorsque je vais le retrouver lundi mardi, ils accepteront, et je n'aurais pas vraiment envie de le faire. Mais comme je ne sais pas, je vous laisse faire une idée. Pourriez-vous nous donner des exemples de routines de délestage émotionnel? Oui. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses. Ces routines peuvent intervenir lorsque l'on est sur un niveau de détente, de relaxation absolument extrême. Ça, c'est une des premières conditions. Puis là-dessus, il va falloir enclencher quelque chose. Donc, par exemple, j'utilise des méthodes qui sont celles de la sophrologie, que vous connaissez bien, avec. Je ne suis pas monothématique. Je veux dire que je suis comme les abeilles, je fais mon miel dans la sophrologie, dans la prose, dans un tas de choses, je fais mon miel de ma façon et j'essaie de développer comme ça. Donc, on va utiliser par exemple un travail respiratoire, respiration abdominale profonde, détente totale, avec des indicateurs qui rendent compte du niveau de détente, sur lequel je vais greffer une image que l'athlète a choisie, qui est une image apaisante qui lui convient. Avec, alors ça c'est ma façon de faire, l'idée qu'il ou elle rentre dans une bulle à la rencontre de cette image. La grande difficulté, c'est que lorsque vous faites ça à un entraînement, la personne au bout de quelques temps finit par comprendre ce que veut, ce que vous voulez, finit par arriver à se mettre dans cet état, mais la grande difficulté, vous l'avez vu en H, c'est que vous sortez, il se passe 2 secondes, il faut commuter sur cet état-là pendant 1 seconde, ne pas y rester, parce que si vous y restez, vous loupez la série derrière. Donc, vous voyez qu'il faut que le système nerveux devienne extrêmement agile. Ça, c'est une routine, on va dire, de base, sur laquelle je vais mettre des routines qui sont qui sont adaptées à la situation. Par exemple, actuellement, l'un de mes athlètes me dit que j'ai une très grande difficulté actuellement sur la première série, la série d'attaque. Vous avez 6 séries, 10 tirs à chaque fois, donc ça fait 600 coups, si vous avez... voilà, donc, et donc il faut être prêt pour ne pas brûler les premières. Si vous faites un 9 et un 8, c'est fini, vous allez vous rappuyer, vous ne pouvez pas rattraper. Donc là, on travaille ensemble avec elle une routine. C'est-à-dire une routine qui va... Alors, ça c'est ma façon de travailler. C'est-à-dire que je vais travailler sur une petite respiration courte, avec l'intention de faire monter cette petite respiration pour aller penser un curseur et aller activer le système nerveux. C'est une intention. Les psychologues n'ont accès qu'à des symboles. C'est ça la grande difficulté. Les symboles, ce sont des mots. Les symboles, ce sont des images. Et il faut que celui qui est en situation d'apprendre intègre ces mots et ces images et en fasse quelque chose de pertinent. Donc voilà l'exemple de routine. Alors, pour accentuer la difficulté, qu'est-ce que je vais faire? C'est ce que l'on fait actuellement. Je
je lui fais faire que des entames de match. Ça va durer par exemple 2 heures. Donc elle va se préparer pour ces 5 tirs. Mais ces 5 tirs sont précédés par de la distraction attentionnelle. Et je rajoute une contrainte. Et l'objectif étant que la personne soit capable de commuter sur le bon rapport. Et, comme toujours, et ça c'est un rôle d'avantage en sport, par rapport à ce que fait le psychologue dans la vie de tous les jours. Le psychologue travaille avec quelqu'un qui est en difficulté dans une situation, et le psychologue va lui dire, l'accompagnant va lui dire, écoutez, lorsque vous aurez vécu cette situation, revenez me voir et dites-moi comment vous l'avez vécu. Alors que là, on met en place la situation et on valide ici et maintenant. On valide ici et maintenant comment? 1, le résultat, et 2, le sentiment d'avoir de bien-être que l'on peut évaluer sur une échelle. Voilà, en gros, comment se fait la cuisine. Peut-on s'auto-programmer pour réussir une épreuve? Oui, on peut s'auto-programmer pour réussir le mieux possible une épreuve. Puisque, comme je l'ai dit, gagner, il faut devenir comme les autres. Donc, oui, on peut parfaitement s'auto-programmer. Est-ce que vous auriez des pistes? Pardon? Est-ce que vous auriez des pistes? La question, je pense qu'elle est là. Écoutez, je peux vous laisser mon numéro de téléphone et... Alors, ce sera pour... Et ça c'est pas signé, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont intéressées. Non, attendez, nous ne sommes pas des docteurs miracles, pas du tout. Notre objectif, c'est de tendre vers un état. C'est d'atteindre l'état, de s'en rapprocher. Et vous savez, on ne fait pas de miracle. Regardez, pour vous endormir, chacun d'entre nous a des routines. Vous avez besoin de la radio, d'autres pas de radio, l'autre un café, l'autre pas de café, certains les volets fermés, 2 coussins, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous faites d'autre que d'aménager votre environnement pour que les conditions soient le plus favorables à votre endormissement? L'endormissement, c'est un état de conscience particulier, et pour atteindre cet état de conscience, il a fallu passer par d'autres étapes, une espèce d'apaisement, une espèce de coupure, et ainsi de suite. Donc, vous êtes devenus, sauf pour les insomniaques malheureusement, et là on peut faire quelque chose, mais vous êtes pratiquement tous devenus des experts dans la façon de bricoler votre cerveau pour vous endormir. Ce que l'on fait avec ces derniers champions, ce n'est rien d'autre. C'est simplement un peu plus sophistiqué. Merci. Donc ça passe d'abord par la connaissance de soi et l'observation de soi. Alors ça, c'est tout à fait fondamental. Quand on me demande de rencontrer quelqu'un, je commence à rencontrer les derniers, l'entraîneur, je vois comment ça fonctionne entre eux, et j'essaie de comprendre ce que la personne est dans l'histoire de sa famille. C'est absolument fondamental. Alors une bonne question qui je pense, inclut la relation à l'animal. Avez-vous déjà travaillé avec un cavalier? Ah oui, j'ai travaillé avec l'équipe de France champion du monde. Oui, mais quelle est la question? Alors je suppose que derrière cette question, il y a une autre question, qui est, est-ce que vous travaillez la relation du sportif à l'animal? Alors je ne vais pas vous répondre à cette question. Non, c'est dit là. Parce que, vous savez, chez le cavalier, j'ai simplement analysé comment on gérait l'expansion, cavalier sur l'obstacle, comment on gère l'expansion de la taille de la barrière sur l'œil pour déclencher, pour lancer le cheval. Donc c'est quelque chose d'extrêmement petit. Alors la relation avec l'animal, vous pensez bien que, mais là j'essaie moins que tous les cavaliers, quand on est en stage avec des cavaliers de l'équipe de France, on se rend compte que, d'ailleurs, il y a Éric Navet qui a participé, Éric Navet, champion du monde d'équitation, qui a participé au mental des champions et qui dit des choses absolument sublimes sur la façon dont il s'accorde avec son animal. C'est dans le mental des champions. Il faut
lire le mental des champions. Et je pense que ce nombreux à en lire ce livre. Non. Une question qui revient également régulièrement, ce sont les patients, c'est la question de Diane. Cet état que vous décrivez, extrême lucidité, zénitude, ralenti du temps, décision et réflexivoire, je l'ai ressenti plusieurs fois en situation de grand danger. Ne serait-il pas dû à l'adrénaline? Alors, il n'y a aucune étude qui a été faite in situ chez les champions, chez les sportifs, tout simplement parce qu'on ne peut pas, en laboratoire, mettre un athlète dans cet état de tension extrême. Et puis vous avez arrêté les points de Jeux Olympiques pour les faire un dosage d'anticorps. Bon, donc, la seule chose que l'on ait, c'est de nombreuses études qui ont été faites par des spécialistes des états modifiés de conscience, c'est-à-dire les chamans, des gens qui se contentent de modifier les consciences et qui ne prennent pas de drogue, une expression, c'est-à-dire les logis, c'est-à-dire ceux qui font la méditation frontale et autres. Et là, c'est évident qu'on décrit des processus biochimiques qui impliquent ces chromosomes. Donc, je postule, sans pouvoir le vérifier, qu'il y a une transformation de nature biochimique. Je postule, je vous demande pas de croire. C'est ma façon de me représenter le fonctionnement du système nerveux. Ça aussi, c'est une question importante, mais bon, on va pas voir ici. On ne peut pas agir sur un individu ou avec lui sans avoir une représentation bonne ou fausse de la façon dont il fonctionne. Il faut bien modéliser, parce que sinon on ne peut rien faire. Après, on peut se tromper, on ne peut pas se tromper. Qu'est-ce qui vous dit que vous vous trompez parce qu'il ne se trompe pas? Son sentiment. Comment il se sent? Comment il vit ça? Et sa performance. À partir du moment où la performance est bonne, et le sentiment est favorable, et qu'il prend du plaisir, on a des chances que le modèle soit bon. Et quelquefois le modèle est faux, mais l'image que l'on utilise est bonne. C'est toute la difficulté des approches phénoménologiques et de la pratique par rapport à la science. En phénoménologie et en pratique, on embrasse le cosmos, on écrit le cosmos. En science, on fait une notion de quelque chose d'infini, très très petit du cosmos. Vous voyez, c'est une grande difficulté, mais c'est aussi ce qui fait l'intérêt du clinicien. Nous sommes obligés de conclure. Donc, une dernière question qui sera en lien avec la thématique de la journée. Un sportif de haut niveau, soumis à des contraintes extrêmes, toutes celles que vous avez décrites, est-il heureux? Vous avez 4 minutes. Il me revient deux choses à l'esprit. Ce bonheur indicible du sportif lorsqu'il concrétise sa vie et qu'il atteint ce qu'il va atteindre. C'est-à-dire le sportif qui a osé imaginer un moment qui pourrait se hisser jusqu'aux étoiles et qui arrive à se hisser jusqu'à cette étoile. Ça, c'est quelque chose qui est très fort, qui se communique. Mais j'ai tellement vécu les découvertes d'étoiles qui ont été suivies d'enfer dans l'obscurité de la plus absolue. Je vous dirais que c'est quelque chose de très délicat. Le bonheur est possible, mais il peut être efficace. Il faudrait repartir sur la question de motivation intrinsèque et extrinsèque. J'ai fait un gros travail là-dessus. Notamment sur un bouquin qui va sortir chez Ossie Jacob, d'ici quelques temps, et qui montre que ceux dont le moteur dans la vie et l'accomplissement de soi sont à l'abri de ces immenses douleurs. Et que ceux qui cherchent la satisfaction de l'ego et des profits symboliques, reconnaissance sociale et d'autres, sont très vulnérables. Il y a une deuxième chose. Je suis un scientifique de formation et j'ai tout le temps été chercheur à la Bayas-Saint-Denis. Clinicien depuis peu de temps. Depuis qu'on a mis à la retraite
est abordé avec des sportifs, mais je ne dis pas en première main. Je n'aurais jamais pensé de ma vie poser la question du bonheur. Pour les raisons qui fait que quand on est scientifique, on sait ce qu'est le bonheur, pour autant on va pas poser des questions sur le bonheur. Je l'ai pourtant posé. Je l'ai posé à la suite d'une expérience qui m'a marqué, qui me marquera durablement. Ces 2 ans que j'ai passé à Bretagne, 4 champions, numéro 1 mondiaux handicapés. Lourdement handicapés. 12 handicapés de naissance, 12 handicapés de la vie. Vous avez là des quadrilles amputés à l'âge de 20 ans. Et tout de mon genre. À travailler avec eux pendant longtemps, de manière répétée, j'ai eu ce sentiment que, alors que j'ai rencontré plusieurs centaines d'êtres exceptionnels, j'ai eu le sentiment que seuls eux pouvaient me parler de bonheur. À tel point que j'ai osé leur poser la question. Et quand on est valide, aller dire à quelqu'un qui se retrouve sans bras et sans jambes à l'âge de 19 ans, et qui a fait, entre le moment de son accident et le moment où vous rencontrez 2 tentatives de suicide, allez lui dire, malgré tout, sans tes 4 membres, est-ce que tu es heureux? Ne pas. Mais l'un d'entre eux, Benoît Pinto, polytraumatisé, handicapé cognitif à 80%, des mois de coma, fini, je passe sur les détails, par un triathlète niveau mondial. Et il écrit un livre merveilleux qui s'appelle Le merveilleux malheur de Benoît Pinto. Et alors là, j'avais l'ouverture. C'était plus une Paul qui leur disait est-ce que tu es heureux alors que tu sais que tu vas mourir dans les 2 ans qui viennent? Parce que c'est le cas pour certains. J'ai pu dire, l'un d'entre vous qui a eu cette histoire a écrit Le merveilleux malheur de Benoît Pinto. Qu'est-ce que ça vous suggère? Et c'est là où ils m'ont exprimé le bonheur que j'ai osé évaluer sur une échelle de Likert, en mettant en relation le sentiment de bonheur sans leur demander de définir ce qu'est le bonheur. Quelle est votre perception du bonheur? Et pensez-vous avoir accédé au bonheur? Et pensez-vous avoir accédé à l'accomplissement de soi? Voilà. Donc, j'ai cru comprendre, mais peut-être me suis-je trompé, j'ai pris de m'en excuser, c'est que le fait d'être HPI peut être perçu comme certains comme un handicap social. Je peux me tromper, pardonnez-moi. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus handicapé qu'une personne qui a perdu ses 4 membres? Et si avec à supposer que je ne sois pas trompé, que j'ai bien perçu que HPI peut entraîner, on a parlé des dérives sectaires, de temps, c'est vraiment, on a focusé, on a focalisé, bien sûr, hein, comme toujours, on a aussi, c'est normal, mais si eux sont parvenus, il n'y a aucune raison